Il y a 168 heures dans une semaine. Si on dort, disons, 70 heures, ça laisse 98 heures pour vivre éveillé. Si on va à l'école 34 de ces 98 heures, ça nous donne 64 heures pour vivre tout court. Et si on passe la moitié de ces quelques heures qui nous restent à penser à faire ses devoirs et éventuellement à les faire, on n'a plus que 16,6% de cette même semaine pour nous, sans compter les trajets aller et retour à l'école. Voilà le calcul que je faisais pendant un de ces trajets vers l'école où je marchais machinalement, fatalement avec mon frère. Machinalement, car tous les jours, c'était pareil. Fatalement, car comme si nous avions été propulsés par une force extérieure, nous nous trouvions tous les matins sur le même chemin. Comme d'habitude, mon frère de 2 ans, mon cadet, essayait d'extirper ses devoirs inaccomplis de mon cerveau encore brumeux. Un jour, il avait besoin d'une idée de rédac, un autre d'une récitation, et ce matin-là, alors que je ne voulais rien d'autre qu'un peu de tranquillité et de paix pour m'occuper de mon calcul mental, il voulait partager avec moi, que je le veuille ou non, ses préoccupations au sujet du théorème de Pythagore. D'après mon frère, Pythagore avait eu son idée de génie, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, en fixant les pavés des rues d'Athènes, qui furent organisés ainsi. Il faudrait peut-être vous expliquer que moi, je suis plutôt un littéraire, c'est mon frère le scientifique. Il aime les chiffres, mais comme si ça ne suffisait pas, il est aussi assez doué pour les lettres. Bref, c'est le génie de la famille, et il s'appelle Albert, comme Einstein. Moi, c'est Frédéric, comme moi. Je dois dire que l'inspiration de Pythagore m'intéressait nettement moins que mes constatations sur le temps libre. Mais malgré moi, je commençais à regarder par terre comme si, moi aussi, j'avais pu trouver un brin de génie, bien que le bitume de Paris ne ressemblât pas du tout au pavé de l'Athènes antique. Et c'est ainsi que nous suivîmes notre chemin quotidien vers l'école. Albert la voix haute et moi la tête basse. Par un effort de concentration surhumain, j'étais presque arrivée à empêcher que la voix d'Albert n'interrompe mes propres pensées. Je regardais fixement le trottoir quand je remarquai à quelques mètres devant nous une chose inhabituelle. Je coupais la parole à Albert d'une voix autoritaire. « Regarde là-bas !» Son flot de mots cessa de couler et Albert suivit ma main des yeux. D'après sa réaction, on aurait pu croire qu'il voyait le fantôme de Pythagore lui-même. Mais Frédéric, qu'est-ce que c'est ? Il avait toujours de meilleures notes que moi, mais j'étais encore son grand frère. Allons voir. Même déguisé en grand frère, à vrai dire, je ne savais pas ce que c'était. Une masse difforme de caoutchouc coloré. J'hésitais à la toucher de la main, alors je la frôlai du pied, et là je vis que ce n'était qu'un gigantesque ballon débouché qui avait perdu tout son air. Je le remuais encore avec l'autre pied. Maintenant, le ballon dégonflé se révélait avoir la forme d'un monstre, et cet ancien monstre avait l'air plutôt gentil. J'avais découvert son visage grâce à mon dernier coup de pied. Et sur son corps, nous pouvions distinguer le mot « hello », que je savais être la version anglaise de notre bonjour. « Mais regarde Fred », dit Albert, qui avait commencé comme moi à examiner cette forme de plus près. Et il me montra 3 ficelles qu'il tenait à la main et dont les extrémités se perdaient sous le corps caoutchouteux. Nous soulevâmes le monstre pour le retourner complètement et nous trouvâmes un petit paquet au bout de chaque ficelle. « Ramasse-les » me commanda ce débile qui me servait de frère. « Ramasse-les toi-même, espèce d'andouille !»« On va être en retard » me dit Albert en guise d'action. Je compris que je ne pouvais pas compter sur ce morveux. Mes doigts frôlèrent le premier paquet. « On va être en retard » insista Albert. Que faire avec cette poule mouillée, habituée à être le chouchou de chaque classe depuis la maternelle ? « Attends » criai-je pour le retenir, car il semblait avoir oublié que les secrets de l'univers étaient littéralement au bout de mes doigts. Mais devant la panique que je lisais dans les yeux d'Albert, et devant son nouveau cri d'alarme « On va être en retard !» je balayais tout le bazar bizarre et le mis en vrac dans mon cartable. Pour faire de la place, je jetais mon gros dictionnaire anglais-français que le prof exigeait en classe dans les bras d'Einstein Junior, tellement hébété qu'il oublia de me dire pour la 105e fois « On va être en retard !» Sur quoi, nous courûmes comme des champions olympiques vers les remarques ironiques de nos professeurs respectifs. Personne ne t'a jamais dit que le monde appartient à celui qui se lève tôt. Notre prof d'anglais, vous êtes libre de le croire ou de ne pas le croire, s'appelle Monsieur d'Angleterre. Voyant dans mon crime, celui d'être arrivé avec 2 minutes de retard, la double occasion de faire de la morale et de l'anglais à la fois, il me lança « The early bird catches the worm » et il me demanda de traduire. Mes pensées se trouvaient dans mon cartable, dans les nuages ou partout ailleurs que dans cette salle tristement égayée par le portrait de la reine d'Angleterre, ses chevaux, ses chiens et ses cousins, tantes et petits-enfants. Je n'avais pas entendu ce qu'il avait dit et je ne savais même pas ce que je disais. Mais automatiquement, mes dernières spéculations firent surface en éclaboussant le prof d'étonnement. Le monde appartient à celui qui se lève tôt. Remarquable traduction, me dit d'Angleterre, attendri et stupéfait de ma réponse, qui était, paraît-il, juste. Mais ça ne lui suffisait pas.
Maintenant, persista-t-il, qui peut me faire la traduction littérale car vous devriez connaître le vocabulaire courant de ce dicton. Silence. Allons, vous connaissez quand même le mot bird, n'est-ce pas? Ça veut dire barbe, non? Chuchota mon voisin Hubert le bêcheur, qui voulait toujours que je vérifie ses réponses avant d'offrir sa tête à d'Angleterre. Qu'est-ce que tu dis encore comme bêtise, Hubert? D'Angleterre l'avait repéré car le pauvre Hubert chuchotait toujours en stéréophonie. J'ai dit bird signifie barbe. Combien de fois dois-je vous répéter qu'en anglais, la façon dont on écrit un mot n'a rien à voir avec la façon dont on la prononce? Ça y est, je le vois venir. Le discusé va se mettre à tourner. Dodo les copains est en route d'Angleterre qui écrit au tableau noir en tonitruant. Bird, B-I-R-D, se prononce comme heard, H-E-A-R-D, ce qui se prononce comme word, W-O-R-D, ce qui ne ressemble pas à beard, B-E-A-R-D, beer, B-E-E-R, hear, H-E-A-R, hear, H-E-R-E. Sa voix de plus en plus frénétique continue à énumérer des exemples. Il s'agitait comme un pantin enfermé dans un poste de télévision. Personne ne l'écoutait. La prononciation anglaise était aussi loin de nos préoccupations que les cours de la bourse. Seulement on avait compris que le bird en question n'étant pas la barbe devait être l'oiseau. Il nous restait à comprendre pourquoi ou comment cet oiseau pouvait être early. Quelqu'un lança que ça devait être une sorte d'oiseau, un merle par exemple. Quelqu'un d'autre suggéra que early voulait dire presque, donc ce serait un presque oiseau, un peu comme une presqu'île. Cet éternel insatisfait qu'était notre cher prof se mit visiblement à s'énerver. Et pour nous donner un indice, il répéta ma fameuse traduction. Le déclic. Époustouflé par ma propre brillance, je compris ce qu'il voulait et je le lui offris. Le early bird, c'est celui qui se lève tôt, l'oiseau matinal, quoi. Bravo, me félicita d'Angleterre. Et puisque tu es tellement en forme, continue, traduis le reste. J'étais écrabouillée. C'est typique des profs, ça. Ils vous sautent dessus juste à votre moment de gloire. Je pense en fait qu'ils ressemblent aux joueurs dans un casino qui ne savent pas quand il faut arrêter de jouer. Et je me sentais comme la boule sur la roulette avec tous les yeux fixés sur moi, ne sachant si j'allais tomber sur le bon numéro. D'Angleterre comprit qu'il avait parié sur le mauvais cheval et il renonça. « Sortez vos dictionnaires !» aboya-t-il. Je commençais machinalement à fouiller quand je me rappelais que le dictionnaire n'était plus parmi nous. D'Angleterre, avec ses yeux d'aigle, me détecta instantanément et me demanda des explications. Est-ce que l'on pouvait raconter à un prof, noué par sa cravate et ses diplômes, l'histoire du monstre apprivoisé qui nous avait dit « hello » ce matin? Un monstre qui, d'une façon ou d'une autre, avait aspiré mon dictionnaire anglais-français. J'optais pour une version simplifiée de mon délit et je dis « je l'ai oublié dans le cartable de mon frère », ce qui était la stricte vérité, ou presque, je pense. Mes paroles lui inspirèrent une autre astuce en anglais. « One of these days you'll forget your head », ce qu'il ne m'a pas demandé heureusement de traduire. Mais il m'a quand même offert une jolie punition. Écrit 200 fois « I must not forget my dictionary », ce que je supposais avoir un rapport soit avec mon dictionnaire oublié, soit avec des oiseaux ou des barbes. Mais d'Angleterre passa subtilement des oiseaux aux grenouilles, pour une raison ou pour une autre, et tout ce que je retins de cette leçon était qu'en anglais, grenouille se dit frog, qu'un oiseau n'est pas une barbe, et qu'un dictionnaire c'est utile pour ne pas avoir de punition. Et dans ce but, il me fallait retrouver mon crétin de frère.